Bon, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre cette nouvelle table ronde organisée par les CHU autour de la question des fake news en santé et du virus de la désinformation. Donc un grand merci à Mathieu Molimar qui est pharmaco, pneumologue, pharmacologue à Bordeaux. Merci à Priscille Rivière qui est directrice adjointe de la communication à l'INSERM et à Luc Angevert qui est rédacteur en chef de What's Up Doc. Et moi-même, François Crémieux, donc directeur général de l'AP-HM à Marseille. J'aurai le plaisir d'essayer de contribuer à animer cette table ronde. Donc merci à toutes et tous d'être présents. On a décidé en préparant cette réunion qu'on allait coller au titre Fake news en santé, le virus de la désinformation. Et comme vos mémoires sont vives et récentes autour de la question du virus, on vous propose de traiter successivement la question de l'émergence virale. Pourquoi existe-t-il de la désinformation? Comment naissent les fake news? D'où est-ce qu'elles partent? Deuxièmement, un virus n'a de gravité que s'il se diffuse. Et donc, comment est-ce que les virus de la désinformation se diffusent-ils? Pourquoi est-ce qu'on a parfois un R0 élevé et qu'assez rapidement, c'est exponentiel? Chacun d'entre nous parle d'une fake news à deux personnes, quand parle à deux personnes, quand parle à deux personnes. Et donc, vous vous souvenez du R0 du Covid, vous allez tout apprendre sur le R0 de la désinformation. Contre le virus, il faut faire des traitements. Qu'est-ce que l'anti-fake news thérapie? Comment ça marche? Quels sont les moyens qui sont à notre disposition? Il y a parfois, quatrième question, de la résistance au traitement. L'anti-fake thérapie peut-elle générer une anti-fake résistance? Et comment est-ce qu'on la traite? Et puis ensuite, on tirera le fil rouge jusqu'au bout et on s'interrogera sur comment anticiper les prochaines pandémies en termes de fake news. Voilà, donc merci beaucoup à tous les trois d'être présents. Je reviens à ma première question. L'émergence virale, comment est-ce que dans un monde dans lequel il pourrait ne pas y avoir de désinformation, si tant est que ça n'ait jamais existé, finalement, d'où viennent les fake news? Comment est-ce qu'elles naissent? Est-ce qu'on commence par le pharmacologue? Pourquoi pas. Donc bonjour, merci pour l'invitation au directeur de CHU, généraux des CHU. Bon, les fake news, ça a toujours existé, hein, rien de nouveau. La seule différence, c'est que ça se multiplie un peu plus facilement. On n'est plus seulement au bistrot, il y a les réseaux sociaux et qui permettent leur développement. Alors leur genèse, déjà, il faut un terreau favorable. Et le terreau favorable, c'est une population qui est déjà peu éduquée aux problèmes, qui n'a pas une littératie en santé qui est suffisante, qui n'est pas capable d'avoir l'esprit critique suffisant. Et c'est pour ça qu'il faut insister vraiment sur l'éducation pour essayer d'éviter les fake news. Et ensuite, ça apparaît plus volontiers dans des situations de stress de la société. C'est la pandémie, typiquement, on va tous avoir peur. Et puis de stress à titre individuel, quand on a une maladie, un cancer, une maladie grave, et qu'on n'aura pas... on cherche tout ce qu'on peut trouver pour se sauver la peau, quoi. Et dans ce cas-là, on a un terreau qui est favorable à adhérer à tout un tas de théories, de propositions qui sont faites par des gens qui ont toujours un intérêt financier. Le plus souvent, ça va être qui de la vente de bouquins, qui de l'importance, être visible, avec une bonne réputation, qui de favoriser des stages. Allez, vous allez venir manger des carottes crues et ça vous sauvera du cancer. Il y a toujours un intérêt financier derrière ou qui fait qu'on fait une émergence de fake news. Et donc, on pourra parler de la manière de lutter. Un terreau, un intérêt et ensuite des systèmes d'amplification qui font que la fake news devient une infodémie et on en parlera tout à l'heure. Donc là, on est parti de l'émergence virale quasiment dans le tube. Voilà, ce qui étaient les conditions. Quand on travaille pour la presse, comme vous l'avez fait dans pour différents organes de presse et aujourd'hui pour What's Up Doc, l'observateur que vous êtes de l'émergence des fake news, vous les voyez arriver d'où? Elles naissent comment? Et quelles sont les conditions de leur émergence? Mais quand même, souvent, les fake news viennent d'un vrai fait, d'un fait réel qui va être un peu déformé, qui va être faussement scientifique, qui va créer une émotion, une colère, un dégoût, une surprise. C'est vraiment un fait un peu exceptionnel qui va du coup être... les gens vont se le raconter, vont se le répéter, etc. Et ça va être, comme l'expliquait le docteur ou le professeur, je ne sais plus, professeur, que du coup ça va être repris par certaines chapelles ou certains groupes complotistes, anti-vax ou ce qu'on veut, en fonction de leurs propres intérêts, des vrais messages qu'ils veulent faire passer. Et là, ils vont aussi rajouter des fausses allégations scientifiques. Et la fake news vient forcément toujours lutter
toujours pareil. On sait qu'en médecine, le BM médecine, c'est très long. Il faut tout vérifier, il faut tout expliquer. Un médecin qui prend la parole et qui ne veut pas dire n'importe quoi va vraiment prendre beaucoup de précautions avant de dire A ou B, oui ou non. Il va dire oui, mais parce que machin dans certains cas, et alors selon la cohorte, truc, etc. Et forcément, un petit message de 140 signes sur Twitter qui dit jus de citron guérit le cancer. C'est un slogan, c'est plus facile à dire et du coup ça se répète plus facilement. Et les fake news, ça vient vraiment de ça, c'est des petits messages courts, un peu fun, un peu des fois miraculeux, qui véhiculent des nouvelles un peu soit scandaleuses, soit des très bonnes nouvelles. Et ça, forcément, c'est difficile de lutter quand on est médecin. Et parce que les médecins, il leur faut des longs moments d'explication. Il faut qu'ils aient une étude pour pouvoir dire oui ou non. Sinon, ils vont donner un avis, mais qui est un avis très très mesuré ou qui va jamais être aussi tranchant et qui va jamais être à la hauteur d'un slogan. Et on dit quand même qu'il y a 8 Français sur 10 qui consultent Internet dès qu'ils ont un problème de santé avant d'aller chez le médecin. Et sur Internet, ils vont forcément trouver une réponse, ça c'est sûr, voire une réponse très tranchée et bien plus tranchée même que celle que pourrait leur donner leur médecin ou que va leur donner leur médecin qui va leur dire va faire telle analyse, vérifie, on va essayer ça, tel diagnostic, etc. Et il y avait une étude de 2018, il me semble, qui expliquait qu'une fake news se répandait 6 fois plus vite qu'une vérité scientifique. Et parce que la vérité scientifique est un petit peu abscon pour certains, c'est un peu compliqué pour certains de comprendre des vérités scientifiques. Il faut quand même suivre ce raisonnement, il faut avoir quand même des bases d'éducation, etc. On sait que notamment les Français sont pas très forts en sciences, quoi. C'est pas et même, je vais vous dire, les journalistes sont pas très forts en sciences et comprennent pas tout. Et donc c'est vrai que globalement, et en vérité, même sur un plateau de télévision, c'est plus intéressant de faire venir. Ah, je parle trop, moi. Non, mais on a Madame Macron fait l'honneur de sa visite sur le stand des CHU. Et donc, je vous propose qu'on reprenne Je vous laisse aller voir Madame Macron. après l'avoir accueillie. Non, ça va, 18h, c'est bon. Ouais. Ils expliqueront pourquoi ce soir. Ouais. Allez, je vais faire la petite photo. Oh non, laisse tomber. Ça va? Tu as bien parlé, là. Je t'ai pris en photo. Hein. T'es Pour gentil. l'éternité. Ouais, je pense que voilà. Mais ça perturbe un peu. Donc, C'est bien Madame Macron, c'est pas une fake news, hein? non, c'est Madame Macron. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. On sait jamais. Ah, c'est une bonne question. Dans le contexte. Alors, oui, c'est les pièces jaunes. Moi, je l'ai vue à Bordeaux, elle est venue pour les pièces jaunes pédiatriques. Et bon, on n'habite pas ici. Elle devrait venir ici. Qui est responsable du stand? Qu'est-ce qu'elle pense des fake news? Non, mais de l'intérêt de la mobilisation. Absolument. Ces ministres ont lancé une initiative Oui. qui a le mérite d'être lancée. Oui, c'est ça. Enfin, enfin. Ah, ces ministres. Le gouvernement. Ça, c'est le ministre de la Santé qui a. Peut-être pas quelle coordination avec. C'est le bordel, parce qu'entre l'EDR et Vautrin, qui fait Ils quoi? ont parlé à ce travail, il paraît qu'ils ont pris. Des voies parallèles. Exactement. Un peu compliqué.
Bon, j'étais mis au défi de relancer cette table ronde une deuxième fois. Donc merci de nous rejoindre si vous voulez reprendre avec nous le débat sur le virus de la désinformation. Je vous propose de poursuivre avec Priscille Rivière. Peut-être ça va permettre de faire la transition. Donc Priscille qui est directrice de la communication de l'INSERM. Donc on était sur l'émergence virale. D'où partent les virus, comment est-ce qu'ils émergent, etc. Et donc vu du point de vue de l'INSERM, même question, d'où partent les virus et pourquoi est-ce que certains émergent et d'autres pas? D'où ils partent, je pense qu'aussi on est sur un stand dédié à la santé. Et la santé est un terreau très fertile parce que les personnes qui sont en recherche de soins, qui sont en recherche de traitements, qui parfois, la médecine et la science n'ont pas toutes les réponses aujourd'hui à apporter en termes de guérison. Et un des points de départ de la fake news, ça va être de rentrer dans un moment où les gens sont dans une émotion qui va être plus forte que la raison. Et donc c'est à ce moment-là que les gens qui n'ont pas les informations qu'ils souhaitent vont se tourner vers des sources d'informations qui sont alternatives et pas forcément fiables. Donc la santé est vraiment un terreau assez fertile et d'inspiration pour toutes les personnes qui surfent sur cette tendance malheureusement de la désinformation en santé. Et où je rejoins Mathieu, c'était aussi sur le côté, il y a forcément une idéologie derrière, soit mercantile, mais ça peut être aussi pour servir une idéologie politique ou des idéologies différentes. Et donc, elles naissent aussi parfois sur une idéologie à faire passer au-delà de juste informer correctement les citoyens. Alors je vais revenir aux journalistes. Quand on a préparé cette table ronde, assez rapidement en évoquant la question de la diffusion des fake news, on est très rapidement tombé sur la question des réseaux sociaux. Oui, mais les fake news existaient avant les réseaux sociaux. Peut-être même que les fake news commençaient à exister avant la presse. Il y avait déjà des rumeurs, des idées qui pouvaient s'apparenter à des fake news et qui circulaient. Et donc, avant de ne revenir à la question des réseaux sociaux, est-ce qu'on peut réévoquer la manière dont les fake news circulent? Pourquoi est-ce qu'elles circulent à des vitesses variables selon les pays, selon les cultures, selon la nature de l'information? Et en quoi est-ce que la presse a une part de responsabilité dans cette circulation? Alors, c'est vrai que les fake news n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour exister, ça c'est sûr. Surtout les fake news en santé, puisque forcément la santé reste un sujet qui inquiète et qui est vecteur d'angoisse et qui du coup pose des questions. Vous savez qu'il y a une époque où on disait que la cigarette guérissait l'asthme et c'était véhiculé justement par les marchands de tabac. Et ça a fonctionné. Les gens leur prescrivaient des cigarettes, on leur disait prenez des cigarettes, ça va vous donner un meilleur souffle. Et les gens ont cru ça jusque dans les années 50-60. Et c'était quelque chose qui fonctionnait assez bien. Il y a toujours un mélange entre de toute façon la fake news médicale et ce qu'on appelait avant le remède de grand-mère, le truc qu'on va, l'espèce de bouche à oreille qui va circuler, etc. Après, les fake news pour émerger, pour être bien, voilà, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'on part d'un fait réel, on ajoute un témoignage qui est souvent émouvant, qui est souvent un peu fort, etc. On ajoute des citations un peu falsifiées d'experts, on y met un petit grain de science. Après, on va aller jusqu'à trafiquer des images, on va trafiquer il faut que ce soit assez visuel, il faut que ce soit assez impactant aussi. Donc on va faire des images un peu trafiquées ou peut-être un peu floues, mais où on va avoir un doute et dire voilà, le scan montre ci, montre ça, etc. Et après, ça se propage. Et il faut dire une autre chose, c'est que par exemple, dans le cas au moment du Covid, il y a eu énormément de fake news. C'était pas toutes des fake news, des fois c'était juste des médecins qui ne savaient pas ou des experts qui ne savaient pas, personne ne savait rien. Et beaucoup de gens ont parlé un petit peu avant de savoir ou avant d'avoir la preuve, ont un peu décrédibilisé entre guillemets la parole médicale à cause de ça, parce que tout le monde n'avait pas les bonnes études au bon moment, et parce qu'il faut bien se dire aussi que sur un plateau de télévision, c'est plus intéressant d'avoir un médecin un peu polémique qui va dire un peu n'importe quoi que si on n'a que des scientifiques qui font des démonstrations avec des PowerPoint et machin et qui poussent des slides et qui montrent des résultats statistiques, etc., qui sont absolument pas sexy ou glamour, comme on veut. C'est-à-dire que c'est plus intéressant pour un plateau télé de véhiculer la parole d'un médecin polémique, quoi. Ça va faire plus d'audience, et quand même, un média cherche à faire de l'audience. Et un média ne cherche pas forcément à faire de la science. Et un média, si on lui met un bon médecin très médiatique, mais qui véhicule une énormité, et en face, ils vont mettre un médecin qui lui va être plus scientifique, etc., mais qui va moins communiquer, qui va être moins bavard, qui va moins savoir parler, qui va pas avoir les bons arguments, qui va pas avoir les bons comportements, etc., et ben, celui qui est entre côté du bon côté va se faire bouffer par l'autre, hein.
Alors, professeur Molimar, vous êtes depuis le Covid à la fois un des observateurs et un des combattants contre la question de la désinformation en santé et donc des fake news. Est-ce qu'on peut là pour le coup se rapprocher de la période très récente et notamment du rôle des réseaux sociaux et se dire, notamment depuis le Covid, qu'est-ce qui fait qu'on a cette impression, elle est juste ou fausse, vous allez nous le dire, mais d'une accélération à la fois des fake news, de leur circulation et peut-être de leur impact? D'abord, le contexte était favorable, hein. Tout le monde paniquait devant le Covid, on n'avait pas de solution, pas de traitement, donc là, contexte très favorable. Première chose. Deuxième chose, les réseaux sociaux se sont développés, bien sûr, avec des personnes qui ont surfé là-dessus. Et il y a eu des phénomènes de boost de la fake news. On le sait maintenant qu'il y a eu des interférences étrangères, notamment, qui ont permis de booster des messages sur des réseaux sociaux qui ont été augmentés. On en a parlé déjà dans la presse et on n'est pas assez vigilant là-dessus. On a un Viginum pour surveiller le numérique dans d'autres domaines, mais pas dans le domaine de la santé. C'est peut-être un domaine sur lequel il faudrait qu'on travaille. Donc il y a eu beaucoup d'intérêts derrière, des intérêts financiers, des intérêts certes d'ego, mais aussi des intérêts de déstabilisation. Et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, les premières attaques qui ont été faites vis-à-vis des scientifiques, ensuite c'est derrière les journalistes, et après c'est les attaques vis-à-vis des juges, et ensuite on déstabilise la société pour faire une société autoritaire. Et quelque part, les mobilisations qu'on a eues là, c'est attaquer les institutions, attaquer les universités, les universitaires, après ça serait les CHU, les journalistes, et les juges, et après on va où on veut nous emmener. Donc c'est là qu'il faut être très vigilant. Ça propage sur une absence de communication, et c'est pour ça que je pense qu'il faut, et là qu'on s'engage nous en termes de société savante, en termes d'universitaires, en termes de CHU. On a une mission d'information autour de nous. Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on s'organise. Derrière, on a des professionnels de la désinformation. Il faut bien avoir conscience de ça, qu'ils ont des communicants, ils ont des journalistes, ils ont des avocats. J'ai été harcelé par des hordes d'avocats qui ont déposé des choses pour m'interdire d'exercer, avec des mises en demeure de mon président d'université, au niveau du ministre, etc. Donc ils sont très très professionnalisés, organisés. Et nous, on est des amateurs, on n'est pas organisés. Beaucoup de choses sont faites, dispersées, disparates. Mais il faut vraiment qu'on se professionnalise de notre côté pour lutter. Alors peut-être que Priscille Rivière va nous rassurer sur le fait qu'on n'est pas complètement des amateurs quand même et qu'il y a quelques professionnels autour de la table qui essaient de lutter de manière professionnelle contre les fake news. Et donc est-ce qu'on peut se dire un peu où est-ce qu'on en est de la stratégie de l'INSERM et de ce que l'INSERM fait pour essayer d'endiguer les fake news et de lutter contre? Alors c'est vrai que nous on avait démarré avant le Covid. Il faut vraiment rapprocher le micro on avait démarré un peu cette idée d'aller pas forcément contre les fake news, mais contre les idées reçues dans la santé. Et donc, on avait démarré avant le Covid. Néanmoins, le Covid, effectivement, a accéléré les choses et on s'est rendu compte qu'il fallait effectivement professionnaliser, en tout cas se mettre en ordre de marche et en ordre de bataille. À l'INSERM, la première chose qu'on a essayé de monter, on a appelé ça une cellule riposte, c'était par rapport au Covid, mais de monter un réseau de chercheurs qui étaient... en fait, beaucoup d'entre vous, beaucoup de médecins, beaucoup de chercheurs sont volontaires mais ne savent pas comment y aller, ne savent pas comment faire, ont parfois un peu peur aussi de s'exposer. Mathieu disait, derrière, on peut avoir des attaques de complotistes et ça peut amener jusqu'à des procès et des actions en justice. Donc l'idée, c'était aussi de faire appel aux bonnes volontés, de créer un réseau, de professionnaliser ce réseau, c'est-à-dire de proposer des formations. Effectivement, aujourd'hui, s'emparer d'une parole sur un réseau social, c'est pas anodin. Il faut savoir y aller avec les bons codes, avec les bonnes méthodes. Et puis être accompagné à la prise de parole en public, savoir qu'effectivement, une intervention dans un journal télévisé aujourd'hui sur un sujet qui va durer 1 minute 30, l'intervention de l'expert elle va durer 15 secondes. Alors c'est très frustrant parce que parfois c'est 10 années de recherche derrière ou 25 ans de pratique médicale. Donc comment en 10 secondes on fait passer un message audible et effectivement qui fait que les médias vont retenir votre parole et pas aller prendre celle d'un charlatan qui lui, comme le disait Mathieu, est bien entraîné et sait faire passer les bons messages en 10 secondes. Donc voilà, l'idée, je pense, c'est que chacun dans sa mission à la fois de médecin, de chercheur, puisse aussi avoir dans sa tête que ça fait partie de sa mission de faire passer des connaissances, de faire passer des connaissances robustes, solides. Et donc voilà, notre première en tout cas action, ça a été de fédérer un réseau. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de chercheurs qui sont volontaires pour débunker les fausses informations ou au moins intervenir dans les temps que les médias imposent, et c'est un temps rapide. Et donc en préparant cette table ronde, on se disait que les journalistes finalement nous ont plutôt pas trop mal montré le chemin depuis quelques années, qu'il y a beaucoup de grandes rédactions de journaux qui ont été capables depuis quelques années d'identifier les fake news, que ce soit des informations, des images, des commentaires, etc. Et que plusieurs grandes rédactions ont mis en place des équipes pour débunker les fake news et pour les contester. Et donc 2 questions. La première à vous, Priscille Rivière, est-ce que c'est une source d'inspiration dans le champ scientifique que d'organiser un peu à la manière des journalistes
la résistance aux fake news et leur dénonciation? Tout à fait, je pense que nos modèles sont à la fois complémentaires et sont complètement complémentaires. Nous, par exemple, on va aussi proposer des articles qui débunkent la force d'information, soit parce qu'on a vu la même chose finalement que les journalistes, soit parce que les journalistes nous ont inspirés, avec l'idée d'avoir systématiquement recours à plusieurs experts. Parce que la science est quelque chose qui avance, la médecine est quelque chose parfois de mouvant, ou en tout cas avec des courants de pensée qui peuvent être différents. Et donc l'idée, c'est de faire un point vraiment robuste sur la littérature scientifique, et donc de faire systématiquement appel à plusieurs experts. Et je pense que c'est ce que font aussi les journalistes sérieux dans les grandes rédactions, de se faire accompagner par des experts pour débunker la fausse information, notamment dans le domaine de la santé. Et donc, si on fonde la lutte contre les fake news sur la parole de l'expert, à la fois question au professeur Molimar et ensuite à Luc Angevert, on se disait également en préparant cette réunion que l'une de nos difficultés, c'est la défiance progressive face à la parole d'experts. Et donc, comment est-ce qu'on fait à la fois pour réserver aux experts ce qui relève de leur légitimité à parler, et anticiper le fait que demain peut-être la parole d'experts sera finalement moins entendue. Et ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui peut plutôt être inquiétant. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ce n'est pas faute de paroles d'experts que le complotisme monte, c'est malgré les paroles d'experts qui pourtant se sont exprimées clairement. Alors, le problème, c'est déjà de définir qu'est-ce qu'un expert. Et les journalistes n'ont pas forcément cette notion-là. Ils interrogeaient, sitôt qu'on a mis une blouse blanche, c'était un expert de tout dans la médecine. Quand on est professeur de médecine, c'est comme quand on est artisan. On sait peut-être faire du pain si on est boulanger, mais on ne sait pas faire de la plomberie. Un professeur, je ne sais pas quoi, de microbiologie, ne sait pas faire de la pharmacologie. Comme moi, pharmacologue, je ne sais pas faire de la microbiologie. Et ce n'est pas parce que je suis professeur de médecine que je suis capable de faire tout. Et ça, ce n'était pas clair dans la tête de journaliste. Le premier médecin qui parlait, premier scientifique qui était capable, qui avait envie de parler, qui parlait bien, un bon client, comme ils disent, et il l'interrogeait sur tout et n'importe quoi. Et c'est déjà une éducation à avoir. Et chez un certain nombre de journalistes, on les a formés là-dessus. Il faut les former à qu'est-ce que c'est que la parole scientifique, qu'est-ce que c'est que l'expertise, pour qu'ils portent cette parole. Donc déjà, c'est un point majeur, c'est qu'on ait une expertise qui soit crédible. Alors, si on met une expertise à des gens qui ne sont pas crédibles, ils vont décrédibiliser tous les autres. Donc on a un vrai problème déjà de définition d'expertise. Et si on n'a pas une bonne perception de ce que c'est qu'un expert, on va perdre toute crédibilité. Alors Luc, à la fois dans WhatsApp Doc, mais de manière plus générale dans votre expérience de la presse, vous faites régulièrement appel à des experts, et il y a dans WhatsApp Doc très régulièrement des paroles d'experts sur des sujets divers. Est-ce que c'est effectivement une bonne manière de lutter? Mais WhatsApp Doc n'est pas un très bon exemple parce que c'est un média qui s'adresse aux médecins. Alors, comme on s'adresse à un public d'initiés et que c'est des médecins qui lisent, c'est beaucoup, on peut vraiment pas leur écrire n'importe quoi, et il vaut mieux que ce soit des médecins qui parlent aux autres médecins, et surtout quand c'est sur des sujets scientifiques, c'est sûr et certain qu'on va jamais, un journaliste va écrire un sujet scientifique dans WhatsApp Doc, puisque pour le coup, il y a des médecins dans WhatsApp Doc qui le font mieux que nous. Mais ce que je trouve important de voir quand on parle de débunker, etc., et de médecins qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, en revanche, c'est que justement, quand on a fait des sujets sur les fake news médicales, etc., on a eu pas mal d'interviews de médecins qui avaient des comptes Twitter, qui avaient des comptes sur X, etc., et qui essayaient tout seuls avec leurs petits bras de débunker les fake news sur les vaccins, qui essayaient et qui se retrouvaient en fait face à des hordes vraiment des hordes très organisées, je dis presque du grand banditisme en français. On n'est pas loin, qui les menaçaient de mort, qui donnaient leur adresse, c'est devenu assez dangereux en vérité. D'où je pense l'intérêt que l'INSERM ou que ce soit des organismes et que ce ne soient pas des médecins qui parlent en leur nom tout propre pour dire moi, docteur Truc, je vais vous dire que les vaccins sont bien, etc. Parce que là, tout de suite, on se fait taxer de vous êtes vendu à Big Pharma, vous êtes vendu au labo, suppôt de Satan et compagnie. Et ils sont menacés de mort, on donne leur adresse. Enfin, c'est devenu dangereux. C'est-à-dire que du coup, il y a plein de médecins qui ont plus ou moins fermé leur compte, etc. Et qui l'ont dit parce qu'en vérité, quand ils commencent à émettre des vérités scientifiques ou à douter de certains propos tenus, etc., ou à faire douter, ou à dire on n'est pas certain que, etc., ils se prenaient des centaines ou des milliers d'injures, etc., mais ça, à la rigueur, on peut éteindre son compte. Mais quand après, c'est son numéro de téléphone qui est donné, son adresse, l'école où sont les enfants, etc., ça devient quand même du coup dangereux de véhiculer une vérité scientifique et médicale sur les réseaux sociaux aujourd'hui parce que ça dérange des gens qui y voient une espèce comme un assentiment pour le pouvoir en cours, une espèce on est des vassaux du système ou des trucs comme ça, et c'est devenu quelque chose de dur. D'où ces médecins qui disaient c'est bien si ça peut être englobé par un
un pool, un nom, l'INSERM ou quoi que ce soit, qui du coup va porter le nom à la place du médecin, qui du coup en tant que n'a pas... Voilà. Et en plus, ça évite ce que vous dites aussi, que le médecin qui du coup était réputé pour tel sujet ou tel sujet, puis d'un coup, peut-être sur un autre sujet, il ne va pas être expert et il va dire un truc qui ne va pas, et ça va décrédibiliser tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, parce qu'il a voulu rendre service aux journalistes qu'il a interrogés sur le plateau, parce qu'on lui a pas donné son avis sur le nouveau virus qui arrivait, le Mpox ou je sais pas quoi, et qu'il ne savait pas, et qu'il a vite regardé ça vite fait sur PubMed ou j'en sais rien, et qu'il a voulu vite répondre sur le plateau télé parce qu'il est sympathique, parce qu'on lui a dit d'être là, parce qu'après on est sur un plateau, quand on te questionne, on ne va jamais dire ah ben non, je sais pas quoi dire, donc on va essayer d'être aimable, d'être gentil, d'être bon élève. Les médecins sont tous très bons élèves. Quand on les interviewe, ils ont tous envie de bien faire, ils ont tous envie de répondre, ils ont été habitués à être voilà, des bons élèves, c'est vrai. Et du coup, certains peuvent décrédibiliser comme ça plusieurs, parce qu'ils vont dire un truc un peu vague. Donc du coup, si c'était pas personnalisé, si c'était plus des organismes, plus des pools, justement, comme on dit, comme on a au monde, etc., pour qu'ils débunkent, ce serait peut-être plus efficace. Alors, dernière question, dont une partie on l'a préparée en échangeant pour cette table ronde, et une dernière question qu'on n'a pas préparée ensemble, qui est donc un peu un piège. La question qu'on a préparée ensemble, c'était un peu face à la prochaine pandémie de fake news. Qu'est-ce que l'on peut faire les uns et les autres, et qu'est-ce que peuvent faire nos institutions pour anticiper la prochaine épidémie, qui est inéluctable. On ne sait pas si c'est une épidémie sur le vaccin de demain ou une épidémie sur un autre sujet. Et puis la question un peu plus piège et qu'on n'a pas préparée, qu'est-ce que vous attendriez de nous autres, CHU, pour contribuer à cette lutte contre les fake news? On commence par vous, professeur Molimar. Oui, déjà, il faut se préparer. Et se préparer, ça commence déjà par éduquer la population. Hein. Alors, dans mon domaine, le médicament, il y a 0 mot sur le médicament dans l'éducation des enfants de 5 ans à 18 ans. Hein. Ils entendent parler des hormones pour la contraception, ils entendent parler de l'immunologie pour les vaccins, c'est tout. Le bénéfice, le risque, non. Donc, sitôt que quelqu'un vous dit, oui, allez-y, prenez-le, c'est sans risque, ça n'existe pas, des médicaments sans risque. Personne n'a été éduqué, ils sont prêts à gober n'importe quoi. Donc ça, la première chose, c'est l'éducation à la science. Éducation déjà à la santé, éducation à la science, l'esprit critique. Donc ça, il y a une partie qui est faite. Et ça, tout au long de la vie. Et ça peut être fait par des vulgarisateurs, par des journalistes. Tout au long de la vie, il peut y avoir de l'éducation de la population. Formation. Donc ça, c'est la première recommandation facile, c'est éduquer tout le monde. Éduquer, c'est la base, c'est le terreau. Les désinformateurs, ils partent là-dessus. Former les médecins, former les médecins à la communication. Je pense qu'on n'est pas capable de parler. Et vous parliez tout à l'heure ils veulent répondre pour faire plaisir. Le vrai mot utile à savoir quand on se retrouve face à des journalistes, c'est dire non, je ne sais pas, je ne suis pas expert dans le domaine, demandez à quelqu'un d'autre. Je vous propose un nom. Je refuse absolument de parler en dehors de mes domaines de compétences. Et quand je suis porte-parole pour la Société de pharmacologie, on travaille en réseau. Chaque fois que j'ai des messages à faire passer, je le partage à l'ensemble de la communauté pour le valider, parce qu'on crée sa crédibilité en des mois, voire des années plus exactement. On la détruit en 24 heures. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. On a une responsabilité sociétale. Il faut vraiment être conscient de ça. Donc le travail, c'est éducation, formation des professionnels de santé, formation des journalistes, information de qualité. On fait plein d'informations formidables. Là, c'est formidable, Canal Détox. Il y a plein de choses qui sont faites. Nous, à SFPT, on a fait tout sur les médicaments et des FAQ. On a plus de 7 millions de vues, avec 0 moyen, je vous rassure. Mais il y a plein d'initiatives comme ça, de gens qui font des informations. Et il faut faire pour nourrir la bête, qui est la bête étant l'IA. C'est-à-dire que, je vais vous reprendre un exemple que j'ai déjà cité, sur le bleu de méthylène. J'ai un patient qui est allé voir son cancérologue qui lui a demandé du bleu de méthylène. On lui dit mais pourquoi? Parce qu'il y a eu un bouquin qui a été fait sur le bleu de méthylène qui était censé vous guérir du cancer. Je vous rassure, ça ne peut pas marcher, c'est des concentrations qui sont 50 à 100 fois supérieures aux concentrations atteignables chez l'homme. Ça marche sur le virus, sur la cellule isolée. Quand vous demandiez à ChatGPT en novembre, est-ce que le bleu de méthylène est efficace dans le cancer, la réponse est dire oui, c'est un espoir dans le cancer, ça marche sur les cellules, etc. On a fait un fact de pharmaco qu'on a posté, qu'on a fait relayer par des journalistes. C'est important de travailler avec des journalistes, l'Express notamment, et disant que ça ne pouvait pas être efficace. Maintenant que vous interrogez ChatGPT, vous dit le bleu de méthylène peut avoir une efficacité in vitro, mais en clinique, il n'y a aucune preuve que ça marche, aucun essai clinique n'a montré son bénéfice. Voilà, et ça, il faut nourrir l'IA
d'informations propres et il faut qu'on soit des producteurs d'informations. Et les CHU, pour répondre à votre deuxième question, j'oublie pas, sont des producteurs d'informations et il faut qu'ils prennent le devant. En plus, ils ont une crédibilité qui est extraordinaire, avec de nombreux scientifiques, de nombreux médecins qui sont spécialistes de leur domaine, une crédibilité au niveau de leur région et de leur aire de diffusion, puis même au niveau national quand ils ont une influence dans certains domaines. Et je pense qu'il faut qu'on s'organise pour améliorer la communication et produire de l'information de qualité. Luc, réponse complémentaire, comment est-ce qu'on anticipe la prochaine épidémie et qu'est-ce qu'on peut recommander au CHU de faire? Bien, je pense que pour la prochaine épidémie ou pandémie, pour le coup de ce que je viens de dire aussi, je pense qu'il faut que les médecins, justement, quand ils sont invités sur des plateaux de télévision, sachent justement dire ben non, et je ne suis pas au courant, ou je ne sais pas, et dire justement on a trop parlé la dernière fois, on s'est trop décrédibilisé, notre parole est devenue complètement galvaudée, et du coup maintenant quand un médecin parle, les gens se permettent de mettre en doute alors qu'eux-mêmes ils ne comprennent rien, ils ne savent rien, mais du coup ils ont tous des doutes, et je pense sur qu'est-ce que CHU de France peut faire, etc. Je pense que justement, ça colle dans le côté de se dire, oui, si sur Twitter, CHU de France débunk au nom de tous ces professeurs un par un pour chaque thématique, peut réagir à telle rumeur, telle fake news, telle pandémie qui arrive, du coup, ça concerne l'épidémiologie du machin. C'est tous les professeurs d'épidémiologie des CHU qui réunis vont faire une vérité scientifique du CHU. Oui, pour le coup, ça marche et c'est pour le coup une belle marque et un bon moyen de lutter, c'est vrai. En tout cas, moi, je retiens de vos deux interventions qu'il y a beaucoup de communicants dans la salle. Qu'effectivement, si l'idée, c'est que parte des CHU une information fiable, qui puisse être reprise par l'IA, et qui fasse que quand on pose une question à ChatGPT, il en tienne compte et qu'il tienne compte de la validation par les CHU, probablement qu'on contribue un peu à limiter l'épidémie de demain. Et donc, ça me permet de passer le mot de la fin à Priscille Rivière. Donc, l'INSERM a commencé. Donc d'une part, est-ce qu'on peut contribuer à aider l'INSERM pour qu'elle démultiplie ses efforts pour anticiper la prochaine épidémie de fake news? Et d'autre part, qu'est-ce que l'INSERM attendrait des CHU? Je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt rejoignons-nous tous, et je rejoins Mathieu, dans un mouvement plutôt collectif, et je pense que le ministère de la Santé est en train de monter une initiative pour effectivement essayer de coller... de mettre ensemble en fait toutes les initiatives pour qu'elles soient plus visibles, parce qu'effectivement on a beaucoup de choses très bien qui manquent parfois un peu de visibilité, et effectivement aujourd'hui je pense que des gens viennent sur le site de l'INSERM, des gens viennent sur nos contenus anti-fake news, mais on a besoin de caisses de résonance encore plus fortes pour améliorer notre parole et pour que nos paroles soient plus visibles. Juste pour revenir sur comment améliorer aussi ce qu'on fait, je pense qu'il faut qu'on soit meilleur dans la détection et la surveillance de la survenue de la fake news pour un peu tuer la poule dans l'œuf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu disais, Plutôt c'est tuer l'œuf. Tuer l'œuf, effectivement, parce que la poule, ça serait dommage. Mais en tout cas, tuer la fake news avant qu'elle n'ait eu le temps de se propager finalement de manière incontrôlable. Et donc, moi, je pense qu'on peut travailler main dans la main avec, bien évidemment, les CHU. Tous vos médecins, ou pas tous, mais un certain nombre de nos médecins sont chercheurs, un certain nombre de nos chercheurs sont médecins, on a des médecins-chercheurs. Donc, on peut bien évidemment, et dans le respect des expertises des uns et des autres, produire du contenu robuste, fiable. Et tant qu'on tiendra cette ligne, je pense qu'on finira par atteindre notre objectif. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite. Eh bien, merci beaucoup, mais effectivement, ça peut éventuellement nous susciter une piste de travail qui est d'essayer de mieux coordonner l'ensemble des réseaux des communicants, que ce soit ceux des CHU, la communication du ministère évidemment, celle des différentes agences qui en dépendent. Je sais notamment que l'agence de la biomédecine travaille beaucoup sur la question des fake news autour de la question du don et de la transplantation. L'EFS est confronté également à des questions de fake news autour du don du sang. L'INSERM évidemment dans son rôle de garant non seulement de l'honnêteté, mais de la fiabilité scientifique. Et donc, merci beaucoup pour ces échanges. Et puis, on essaiera, avec le réseau des communicants, de donner suite à cette table ronde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Pardon, est-ce qu'il y a des questions? Excusez-nous, on a été tellement perturbés pendant la table ronde qu'on en a oublié les questions. Allez-y, on vous écoute avec bonheur en plus. Merci, merci pour le bonheur. Ma question s'adresse surtout à Mme Rivière. Aujourd'hui, Mme Rivière, dans les universités, tout en respectant l'autonomie des universités, force est de reconnaître qu'il y a des choses, entre guillemets, à voir de plus près. Est-ce que l'INSERM peut jeter un coup d'œil sur ses recherches, sur ses diplômes universitaires? Je ne pourrais pas citer ni accuser quelqu'un, mais admettons la médecine intégrative ou d'autres choses. Ce sont nos impôts qui payent
d'accord l'autonomie, mais transparence. Est-ce que l'INSERM jette un œil, à part l'Office de l'intégrité scientifique, est-ce que l'INSERM jette un œil sur ces diplômes universitaires, je dirais fantaisistes, pour ma part en tous les cas? Merci. Les diplômes qui promeuvent des médecines qui ne seraient pas conventionnelles ou... Alors, on a une équipe de recherche à l'INSERM et qui fait appel aussi à un professeur du CHU de Montpellier, je crois, sur l'évaluation des médecines non conventionnelles, parce qu'aujourd'hui, elles existent. L'idée, c'est de mettre aussi un cadre dans comment on évalue une pratique qui aujourd'hui est considérée comme non conventionnelle. Donc après, voilà, moi, je ne suis pas chercheuse en tant que telle, donc je ne sais pas. Très bien, c'est bien noté. Une autre question, madame. C'est l'HCERS qui regarde les formations, la validité des formations. Après, moi, c'était pas une question, c'était plus une réflexion. Enfin, moi, je suis maître de conférence à la faculté de pharmacie à Toulouse. Le doute dont témoignent les médecins quand ils sont sur des plateaux, ça dessert aussi, parce que c'est pour ça que les fake news marchent autant. C'est que, en fait, les gens ne sont pas formés à ce qu'un scientifique mette beaucoup de subtilité dans son message scientifique. Donc, je trouve ça pas évident. Je pense plutôt que les médecins, quand ils viennent sur des plateaux, il faut qu'en amont, peut-être ils connaissent les questions et qu'ils sachent vers qui renvoyer quand ils ne savent pas répondre. Mais s'ils émettent juste un doute, j'ai peur que ça soit contre-productif. Voilà. Après, je voulais juste signaler que par arrêté ministériel, depuis septembre 2024, tous les étudiants en santé, médicales et non médicales, sont maintenant formés à chercher de l'information probante en santé. Donc je pense que la situation devrait s'améliorer. Alors juste pour vous faire du molimard dans le texte, le doute est contre-productif, sauf à ce qu'on ait été formé au doute et à l'esprit critique. Oui, mais alors là... Bravo. Non, la première des choses, c'est pas aller si on ne sait pas. Et puis quand on a des questions où on n'a pas la réponse, il faut savoir expliquer qu'on n'a pas la réponse. Et surtout pas essayer d'imposer une réponse qu'on invente, parce que celle-là va être démentie et que c'est encore pire qu'on se retrouve démenti. Il vaut mieux se dire je ne sais pas. Mais moi, je et suis scientifique, donc je l'entends oui, bien. mais ça. il faut l'expliquer à la population. Ça s'appelle l'éducation. Oui, voilà. Mais vous remarquerez que votre échange est très spécifique, je crois. En tout cas, je vous le soumets en réflexion aux questions de santé. Les journalistes, les spécialistes des plateaux télévisés doutent sur toute une série de sujets. Et en ce moment, ils ont douté pendant un certain temps sur l'élection du pape, ils doutent maintenant sur la guerre en Ukraine, ils doutent sur les relations internationales. Et ça ne génère pas forcément des fake news au titre de ce doute-là. Il peut y avoir par ailleurs des fake news sur ce qui se passe en Ukraine. Alors que je trouve effectivement que la particularité de l'interrogation ou du doute dans le champ scientifique et dans le champ de la santé, c'est que immédiatement ça ravive finalement des fake news existantes et où chacun va chercher dans le propos de l'expert et dans ses doutes la confirmation de ses présupposés antérieurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, avec un micro, s'il vous plaît, sinon on ne vous entendra pas. Bonjour, Laurent Haas, je suis médecin dans un CHU et directeur médical d'une start-up en télémédecine. Alors je suis arrivé en cours, donc mes excuses si vous en avez parlé, mais je suis très interpellé par votre titre qui évoque la désinformation et qui confine à une confrontation un peu frontale, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui informent et ceux qui désinforment. Et je pense qu'il ne faut pas mésestimer la mésinformation justement, c'est-à-dire que nous sommes tous des relais de mésinformation. Et il y a eu il n'y a pas longtemps une conférence au ministère là-dessus qui a confiné de façon extrêmement manichéenne un camp contre l'autre en disant il y a ceux qui disent la vérité et les salauds d'en face. En fait, les salauds d'en face, c'est aussi nous. Et donc, il y a la désinformation, mais je pense que c'est important de s'interroger aussi là-dessus et sur les mécanismes de la mésinformation. Il y a des gens en France qui le font très bien, mais il faut se faire ce relais de ce genre de choses, ça me semble important. Moi, juste pour rebondir, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est pas grave de ne pas savoir, et c'est souvent le cas des gens qui sont mésinformés. Et c'est à nous de leur rendre et de leur donner les outils qui leur permettent de finir par savoir et de comment bien s'informer aujourd'hui. Et donc, ça passe par l'éducation. Enfin, voilà, on en revient toujours au même. Donc, c'est pas grave de ne pas savoir. Je pense que l'important, c'est de pouvoir ensuite aller trouver les bonnes informations au bon endroit. Mais ne pas culpabiliser les gens. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, il faut distinguer quand même désinformation et mésinformation dans l'intentionnalité. C'est-à-dire que la mésinformation, désinformation, on est capable aussi d'en faire tous. Hein. Moi, il faut s'en méfier. Hein, et il faut se méfier d'abord de soi-même. Et mésinformation, on en fait tous. Voilà, clairement, on relaie un truc qui n'est pas complètement sûr et qui s'avère faux. Hein.
Mais si on a une intentionnalité de tromper, c'est le cas de problème qui est notre problème actuel, c'est que ce n'est pas seulement des gens qui informent mal parce qu'ils ne savent pas complètement, etc. C'est des gens qui ont l'intentionnalité avec un objectif qui est soit financier, soit idéologique, soit politique, et que là, ceux-là sont dangereux parce qu'ils sont professionnels de la désinformation. Et c'est vraiment eux qui posent problème. Est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque ou... Et bien encore une fois, mais oui, il y a... Je vais me faire un petit peu l'avocat des journalistes parce que vous expliquez que les journalistes devraient faire attention quand ils posent les questions, etc. Et il faut en tout cas qu'ils devraient interviewer la bonne personne. Je pense que souvent ils essaient d'interviewer la bonne personne. Après, est-ce que la bonne personne est là à ce moment-là pour être interpellée? Et puis par ailleurs, il y a aussi des médecins qui aiment bien la lumière quand même et qui reviennent assez souvent sur les plateaux. Et cela, est-ce qu'il y a des solutions pour leur dire, peut-être vous, là, ne prenez pas la parole à ce moment-là? Voilà. Non, il faut prendre. C'est la politique de la chaise vide. En fait, c'est des gens qui sont disponibles. Malheureusement, tu les appelles à minuit, ils vont répondre et ils sont là à 7h du mat sur BFM. Donc j'ai envie de dire que l'idée, c'est aussi d'avoir un vivier. Et je suis d'accord avec vous, les journalistes essayent d'avoir les bonnes personnes. Et puis face à X refus, finissent par tourner avec 5 experts à l'année. Et on finit par effectivement être dans un entonnoir et d'expertise et d'esprit. Donc l'idée, c'est plus vous serez nombreux à être formés, volontaires et à avoir envie de prendre la parole et de toujours dans son champ d'expertise, etc., plus on réinversera la tendance. Moi, j'y crois vraiment. C'est clair qu'il faut qu'on apprenne, nous, médecins, scientifiques, à communiquer, à parler, à être prêts à parler devant les journalistes. Moi, je n'avais pas du tout envie de parler devant des journalistes. J'y suis allé à l'insu de mon plein gré quand j'ai vu que ça délirait complètement dans mon domaine de compétences. Je me suis rendu qu'il fallait que j'aie une responsabilité sociétale. Je n'avais pas le droit de me taire. Et avec la société, on m'a dit, vas-y, fonce. J'y suis allé, mais je ne parle que dans mon domaine d'expertise. Mais il faut qu'il y en ait d'autres qui parlent. Et le problème, c'est ça. Effectivement, il y a des gens qui aiment bien parler et qui ça le valorise. Et ça, il faut savoir dire non quand on n'est pas sur le domaine d'expertise. Il faut que les journalistes identifient qui est le vrai expert. Et in fine, il faut qu'on forme. C'est ce qu'on a fait au CHU de Bordeaux, séquence pub. Au CHU de Bordeaux, on a fait un groupe de communication. On a formé des médecins. On commence à former des médecins avec du média training, etc. Il faut qu'on apprenne à parler aux journalistes. Et j'ai envie de dire hommes et femmes confondus, parce qu'on manque aussi de femmes expertes qui osent prendre la parole publiquement. Alors voilà, c'est très genré, mais je pense qu'il faut aussi que mesdames les médecins et chercheuses puissent se sentir aussi en capacité d'aller répondre aux médias. C'était le coup de pub féministe pour... Et ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup.